des monstres d'une horreur sans nom surgissent aux quatre coins du globe, précipitant le monde entier dans le chaos le plus absolu. Submergée par cette catastrophe, la race humaine se retrouve propulsée au bord de l'anéantissement total. Au milieu de ce paysage apocalyptique se dressait pourtant un homme d'exception, Gu Shen. Parmi les survivants, Gu Shen incarnait le sommet de la puissance guerrière, ultime rempart face aux créatures. Pourtant, à l'instant où tout allait se jouer, ses propres frères d'armes l'ont lâché pour assouvir de sombres desseins. L'un de ses anciens frères d'armes avoue sans détour que ce complot n'était pas l'acte d'un seul homme, mais le souhait unanimement partagé par la coalition. Mais la Providence en décide autrement, une seconde chance lui est accordée et il se réveille dans la demeure ancestrale du clan Gu. Ici même, Gu Shen sait qu'il va devoir affronter une nouvelle fois la sévérité et les reproches de son père. Comme si cela ne suffisait pas, il lui faut supporter les humiliations répétées de sa belle-mère. Cependant, fini la soumission, il remet immédiatement cette femme à sa place en lui rappelant son simple statut de concubine destitute de toute autorité. Guidé par une soif irrépressible de vengeance, il choisit de réduire ses ennemis au silence et matérialise son tout premier serviteur. Une sublime démone ailée arborant de sombres cornes fait son apparition, s'enquérant de savoir si Gu Shen est bien son nouveau seigneur. Un retour en arrière s'impose pour comprendre la déchéance de cette terre, ravagée par une peste biologique incarnée par ces monstres. Par chance, la nature a fini par réagir en déclenchant un éveil magique global, donnant naissance à la caste des élus. Investis de dons extraordinaires, ces nouveaux protecteurs repoussent l'invasion et libèrent les zones contaminées. Grâce à leur prouesse sur le champ de bataille, ils ont été érigés en véritables idoles au terme d'une guerre éprouvante. Des années plus tard, l'humanité touche enfin au but et lance l'assaut ultime contre le suzerain des monstres, Azita. Cette opération à haut risque a nécessité le rassemblement de la plus puissante brigade d'élus de toute l'histoire. Tous criaient déjà victoire, sereins grâce à la présence du plus redoutable guerrier parmi eux, le vaillant Gu Shen. Mais contre toute attente, le grand champion se fait lâchement poignarder dans le dos par ses compagnons d'armes. Un homme aux cheveux d'or marqué d'une balafre s'avance vers Gu Shen, trouvant sa stupéfaction parfaitement logique. Il soutient que le pouvoir des élus dépend directement du danger monstrueux, et qu'éliminer Azathoth ruinerait leur suprématie. Debout au-dessus de Gu Shen ensanglanté, le balafré affirme sans vergogne que ce meurtre garantit la pérennité de leurs privilèges. Le héros balaie du regard la troupe, cherchant à savoir si chacun cautionne cette odieuse trahison. L'impassibilité glaciale de ses anciens frères d'armes confirme qu'ils ont tous planifié sa perte. L'amertume au fond des yeux, Gu Shen mesure enfin toute l'abjection du piège qui vient de se refermer sur lui. Le blondinet et ses complices se regroupent, réitérant que l'exécution du champion découle d'un pacte collectif. Ils prétendent que laisser Azathoth en vie est le seul moyen de préserver leur don magique et de régner sur le monde. Jugé trop dangereux et obsédé par la paix, Gu Shen en vient à se demander si sa quête n'était qu'une monumentale illusion. Sentant son souffle s'éteindre, le protagoniste réalise à quel point son existence n'a été qu'une longue traversée solitaire. Ses pensées s'envolent vers son enfance campagnarde et le souvenir de ses parents adoptifs, sa seule vraie attache, mort bien trop tôt. Il revoit le jour où son géniteur biologique, Gu Shen, un aristocrate influent, est venu l'arracher à sa terre natale. Une fois parachuté au manoir Gu, il a été méprisé et rabaissé comme un chien par toute la maisonnée, demi-frère inclus. En dépit des haines et des sarcasmes, Gu Shen s'est forgé dans la douleur pour tout encaisser et surpasser ses limites. Il s'est tellement sacrifié qu'il a propulsé son cadet au sommet de la hiérarchie tout en endossant ses propres fautes. Sur un rire désabusé, il admet que cette quête effrénée de puissance est précisément ce qui a causé sa perte. Son cadet le provoque vicieusement, lançant que son désir d'honorer la mémoire de ses tuteurs va l'expédier directement dans leur tombe. Le félon avoue son dégoût d'avoir dû saluer un bouseux comme Gu Shen au titre de frère aîné. Injecté de haine, le demi-frère lui ordonne de mourir et abat son épée dans sa direction. D'un geste sec et sans pitié, le guerrier blond porte la stockade fatale à Gu Shen. La lame transperce les chairs de Gu Shen dont le regard s'écarquille sous l'agonie et la violence de l'impact. L'obscurité l'envahit alors qu'il refuse encore de croire à un tel renoncement de la part de ses propres alliés. Soudain, à la stupeur générale, le cauchemardesque Azathoth se redresse, regagnant toute sa vitalité et semant le désarroi. Alors qu'Azathoth se raille de la bêtise des mortels, les traîtres pris de panique supplient Gu Shen de les sauver. Privé de son éclat, le champion prend amèrement conscience que sa tâche d'extermination est loin d'être accomplie. Hélas, sa enveloppe corporelle a franchi le seuil critique et ne répond plus du tout. La créature ricane en révélant qu'elle n'était qu'un sous-fifre et que d'autres entités bien plus colossales attendent leur heure. Le corps disloqué, Gu Shen sent la faucheuse emporter irrémédiablement le peu de vie qui lui reste. Dans une ultime convulsion, il saisit le noyau d'Azathoth, un artefact renfermant une magie temporelle oubliée.
Invoquant le pouvoir du noyau, le jeune homme force le passage à travers la trame du temps, laissant la bête abasourdie devant tant de témérité. Rapporté à une personne qui était bouleversée et qui vient de se rendre, ne le lui montrerez-vous pas sur la fresque murale de Lignam? Dans celui-là, le Maireyang est celui qui est fier du sacrifice, le Maireyang de l'oppresseur et le Maireyang, il n'y a pas d'idole au monde. Mon Mairangay Ningay et ceux-là seront limités et qu'on connaisse le Mairangay du Mairangay du Mairangay. Parmi ces types, il n'est pas celui qui ne peut pas être dérangé. J'ai été béni par les efforts. À Malaga, non, ce n'est pas un pestapan à Irangay que je serai à nouveau Irangay à Mairangay. Et ça, non, c'est juste que nos cœurs sont méhulés, mettons des dollars sur le plat à cause d'eux. Je fais signe à Sigin, tu es comme une garce et tu es le seul que je veux, Guchin pan que j'ai mis dans le crochet. Ngayo, Guchin est le plus savoureux, bien sûr, tes yeux sont quand je les ai gardés, c'est ce que je pense. Mais je pense que tu es un lit sur lequel ma mère va travailler dur et le samil qui peut réparer la vaisselle. C'est exactement ce que veulent mes petits-enfants. Guchin jubile intérieurement, dans sa vie antérieure, l'éveil nécessitait une année entière, mais le processus s'est radicalement accéléré. C'est alors qu'une invite du système lui annonce l'attribution d'un pack de démarrage dès la validation de sa quête d'éveil. Le panneau interactif déroule 3 voies de classe, châtelain sacré, rempart béni, ou la mystérieuse voie nocturne. Le jeune homme réalise qu'il a le champ libre pour se réorienter, ces 3 spécialisations étant absentes de sa première vie. Pesant ses options, il écarte d'emblée l'idée de baisser la tête ou d'endosser des responsabilités inutiles, ayant déjà payé le prix fort. Son père lui hurle dessus, prétendant qu'il est impossible de l'éduquer tant qu'il reste muet, et l'expédie faire de la pénitence à genoux dans la cour. Mais cette fois-ci, Guchen ne se laisse pas faire et lui lance à la figure qu'il n'a aucun conseil de paternité à donner après 18 ans d'abandon. Gu Qinfeng entre dans une colère noire face à tant d'insolence et lui demande de quel droit il ose se mesurer à son frère. Guchen réplique sans fléchir, aux yeux de son père, seul compte le génie Gusi, éveillé au rang prestigieux de chevalier dragon. Sa belle-mère Qin-Yun s'immisce dans le conflit et exige qu'il s'exécute immédiatement en présentant des excuses formelles. Fixant la femme d'un regard pétrifiant, le protagoniste lui demande ironiquement de quoi elle se mêle, n'étant qu'une vulgaire concubine. Stupéfaite par tant d'audace, la femme recule d'un pas, désarçonnée par la réplique cassante de Jiushen. Le maître de maison déploie une aura écrasante et l'accuse d'insoumission et de brutalité, le traitant comme un vaurien. Jiushen encaisse sur ses épaules la terrifiante pression magique de son géniteur, fier seigneur du Nord. Gu Qinfeng fait un pas vers lui et lui ordonne de plier le genou, promettant d'oublier cette insolence s'il s'exécute. Écrasé par cette force colossale, les jambes du jeune homme fléchissent, manquant de le faire céder malgré lui. Même broyé par la douleur, il rassemble son énergie et rétorque avec un sourire arrogant que son père peut toujours repasser. Le patriarche dévisage son fils en silence, manifestement déstabilisé par cette volonté d'acier. Il coupe alors son aura et admet que le gamin a du cran, promettant de faire l'éponge s'il reconnaît simplement ses torts. Accablé par tant d'hypocrisie, Guchan se demande avec ironie s'il doit encore une fois jouer les boucs émissaires comme dans le passé. Au lieu de cela, il se redresse et clame haut et fort qu'il renonce à la noble maison Gu pour redevenir un simple villageois, coupant tous les ponts. Alors qu'il lui tourne le dos, son père le traite de déchet et lui hurle de débarrasser le plancher, reniant jusqu'à son existence. Fou de rage, Gu Qinfeng ordonne au majordome de rayer sur le champ le nom de Guchen du registre généalogique. Le majordome intervient alors timidement pour lui faire remarquer que le nom de Guchen n'y a en réalité jamais été inscrit. Désormais loin du domaine, Guchen valide sa quête via une alerte et embrasse la voie nocturne, déterminé à accumuler de la puissance. Dans la foulée, un nouvel écran vient le féliciter chaleureusement pour avoir éveillé la classe rare d'invocateur. Le système valide la mise en place de son attribut légendaire d'invocateur des ténèbres et lui débloque un sortilège inédit. Il s'étonne de se retrouver invocateur, une classe très coûteuse au démarrage, mais qui hérite ici d'un rang d'exception. Dans les contrées de Shanxia, les dons s'échelonnent de SAE. Obtenir une rareté pareille constitue un phénomène totalement inédit. Une fois l'éveil achevé, le système lui fait don de sa toute première créature, une chauve-souris buveuse de sang. Le panneau de récompense s'affiche de nouveau, soulignant le gain d'exception obtenu grâce à sa prise de risque. Au terme d'un rituel sombre, les ténèbres se condensent et le système valide la signature du pacte d'invocation. Une minuscule chauve-souris inoffensive aux capacités basiques apparaît au creux de sa main, dotée de dons de vitalité, de cuirassé et d'ondes soniques. Jiushen affiche une grimace de déception devant la faiblesse de son familier, inutilisable même pour les plus petits donjons. Curieux de tester son pouvoir unique, il déclenche le sort permettant d'infuser l'essence des ombres dans les bêtes ordinaires.
En plus de consommer l'unique charge de la compétence, l'essence des ombres est inoculée au petit volant par une morsure. Une onde ténébreuse entoure le petit animal et une alerte système annonce l'évolution imminente de la créature. La mutation prend fin, métamorphosant la banale chauve-souris en une entité mythique baptisée Dagula. Guchan reste bouche bée en constatant que son don a fait bondir sa créature de 3 rangs de rareté, passant directement du basique au mythique. À sa grande surprise, la créature mutante plane fièrement devant la lune, déployant une silhouette humanoïde aux ailes démoniaques. Guchen se rappelle que même le plus grand invocateur de sa vie passée n'avait pas obtenu de serviteur humanoïde à un niveau si bas. La fiche de statut de Dagula affiche des statistiques épiques, des attributs surdimensionnés et un bonus passif de plus 10 sur toutes les stats de Guchen. La ravissante créature aux cheveux de neige et aux yeux de braise se pose en douceur et s'enquiert d'une voix suave s'il est bien son maître. Dévoilant ses crocs dans un sourire ravageur, elle avoue un penchant irrésistible pour la puissance vitale de son nouveau seigneur. Quelques heures plus tard, le protagoniste prend place à bord d'un train à grande vitesse pour rejoindre sa prochaine étape. Installé dans son compartiment, il consulte sa propre fiche de personnage afin d'évaluer les gains de son éveil. Il réalise que ses caractéristiques dépassent de loin celles d'un humain ordinaire, un avantage monstrueux hérité de son don. Le jeune homme remarque également à quel point sa nouvelle entité invoquée sort du cadre habituel. Dagula jouit d'une conscience propre et d'une soif de vitalité unique, lui permettant de mener le combat de façon autonome. Depuis sa banquette, Guchen fait un geste discret et rappelle calmement Dagula, qui explorait la voiture, à ses côtés. La créature se rapetisse sous forme de chauve-souris et vient se poser sur son épaule, déjà avide de sang et d'expérience. Armé de ce nouveau pouvoir et de sa servitrice d'élite, il attend avec impatience l'épreuve d'évaluation des capacités. Le haut-parleur de la gare résonne, annonçant l'arrivée imminente du train reliant Gobia City à Lynching City. Guchen descend d'un pas assuré, conscient d'effectuer son grand retour dans son ancien établissement scolaire. Sa destination n'est autre que le terrain d'entraînement du donjon Novus, rattaché au premier lycée de Lynching. Sur place, une foule d'étudiants piétine dans la cour centrale, attendant les instructions officielles pour le Grand Test. L'enseignante Jeanne Songo prend la parole pour avertir les élèves que la journée sera consacrée à leur tout premier combat réel. Elle précise que l'accès au donjon Novus est limité à 10 jours par an pour les novices éveillés de niveau inférieur à 10. Afin de calmer les esprits, la professeure souligne que le niveau de danger reste très bas, mais offre des gains bien supérieurs à la normale. Elle rappelle également que l'achat d'un parchemin de téléportation à 200 pièces d'or est strictement obligatoire pour parer à tout danger. Après avoir dispensé ses consignes, elle remarque des absents et cherche à savoir si quelqu'un a vu le jeune Guchen. Un élève indique qu'il manque à l'appel, tandis qu'un autre s'en moque, prétextant qu'il n'a rien éveillé du tout et croupi dans sa campagne. Le jeune Lin-Yun s'agace de ses piques, mais c'est le moment que choisit Guchen pour intervenir en s'excusant poliment pour son retard. Les autres élèves s'étonnent de le voir débarquer et ricanent sur son culot d'oser se présenter. Faisant fi des remarques désagréables, le protagoniste s'avance vers l'enseignante qui lui demande quelle classe il a pu éveiller. Il révèle être devenu invocateur, ce qui laisse la professeure très perplexe quant à ce choix singulier. Les filles aux alentours chuchotent que Guchen a gagné en charme, mais ce dernier reste focalisé sur ses objectifs futurs. Les autres élèves se moquent ouvertement, clamant que la voix d'invocateur est un luxe de riche et qu'un paysan comme lui ne pourra jamais progresser. Jeanne Songois réclame le silence et rappelle que la classe n'est qu'un paramètre, le talent individuel restant prépondérant. Elle suggère ensuite à Guchen de se trouver de bons coéquipiers et de prendre son parchemin, mais il décline l'achat de l'objet de sécurité. Prise de court, la professeure insiste en rappelant que le règlement bannit tout accident et qu'elle devra en référer à ses parents. Le silence stoïque de Guchen laisse l'enseignante désemparée, affichant une mine mêlée de surprise et d'inquiétude. Éprouvant de la compassion, elle se dit que sa famille doit être dans la misère et qu'il s'agit au fond d'un pauvre garçon. Soucieuse de sa sécurité, la professeure propose de régler l'objet de sa poche, mais Guchen l'interrompt d'un ton posé. Avec un sourire plein d'assurance, il rétorque qu'avec son niveau actuel, dépenser de l'argent dans cet objet est totalement inutile. Elle attribue cela à la vanité de la jeunesse, tandis que les camarades se moquent de lui, le traitant d'invocateur fauché et prétentieux. Pourtant, la sérénité qui émane de Guchen semble bien trop profonde pour être une simple posture. Près de l'accès au donjon, une foule d'aventuriers s'active à former des escouades et à échanger du matériel avant de plonger. Au milieu du chaos, un doigt se pointe sur Guchen et le désigne comme invocateur, poussant les gens à le croire issu d'une famille aisée. Mais la foule le reconnaît bien vite comme le campagnard Guchen et le raille pour avoir choisi une voie aussi ruineuse qu'inutile. Le protagoniste fait la sourde oreille, concentré sur le fait qu'il lui faut au moins 4 équipiers pour activer le donjon secret.
C'est alors que son ami d'enfance Lin Yuan déboule et lui demande où il avait disparu durant tout ce mois. Sans entrer dans les détails, Gu Shen répond évasivement qu'il devait simplement régler quelques histoires personnelles. Son camarade déplore sa froideur et avoue avoir été très inquiet, poussant le héros à se demander s'ils étaient réellement si proches par le passé. Lin Yuan lui tend alors un parchemin de secours, révélant que le professeur Zhang l'a payé de ses propres deniers. Acceptant le présent, le jeune homme prend note de la bonté de la professeure et se promet de lui rendre l'appareil un jour. Il fait le serment dans cette nouvelle existence de chérir ceux qu'il aime et de faire payer le prix fort à tous les traîtres. Son camarade lui demande ensuite comment il compte entretenir un familier s'il n'a même pas de quoi s'offrir un pauvre parchemin. Le héros esquive en disant qu'il n'avait pas le choix, puis demande à Lin Yuan pourquoi, en tant qu'épéiste, il n'est pas encore entré. L'ami confie son manque d'équipement et mentionne Li Wenhua, le chef de classe d'élite, parti surarmé avec une armure rare. Entendant ce nom, Gu Shen se rappelle immédiatement que l'un des traîtres de son ancienne vie était membre de la famille Li de Lin Cheng. Lin Yuan exhibe alors une grande épée, avouant avoir troqué son parchemin de sécurité contre cette arme pour tenter le tout pour le tout. Cherchant un moyen de compléter son groupe, Gu Shen prend son ami au dépourvu en lui proposant de l'escorter à travers le donjon. Lin Yuan explique que le chef du groupe est Luan Hua et qu'il a dû débourser 50 000 $ pour entrer, ajoutant qu'une place de plus ne devrait pas poser problème. Sursautant d'enthousiasme, l'ami garantit que si le chef refuse Gu Shen, il quittera immédiatement l'équipe. Cependant, une alerte retentit, Li Huayi a non seulement rejeté la demande, mais a carrément exclu Lin Yuan du groupe. Gu Shen lui dit alors de garder son calme et lui ordonne de crier à la ronde qu'un invocateur propose d'escorter 4 personnes pour décrocher un rang SSS. Lin Yuan en reste pantois, sachant qu'un rang SSS garantirait une admission directe à l'académie de la capitale. Affichant un sourire plein d'assurance, le héros lui demande simplement s'il lui fait confiance ou non. Après une courte hésitation, Lin Yuan prend une profonde inspiration et choisit de se fier à son ami une bonne fois pour toutes. Gonflant ses poumons, il s'apprête à lancer la proclamation la plus folle de sa vie devant la foule. D'une voix de stentor, il hurle qu'un invocateur d'exception prend 4 personnes pour aller décrocher le rang SSS dans le donjon. Les gens autour tombent des nues et se demandent avec scepticisme depuis quand la ville de Linqing compte un tel phénomène. Lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit d'un simple invocateur anonyme, l'assemblée éclate de rire, prenant cela pour une farce. Gu Shen intime à son ami de faire abstraction des idiots, rappelant que les affaires de pro se règlent entre vrais pros. Lin Yuan enrage à l'idée de devoir payer pour être escorté, mais admet que c'est l'unique moyen de trouver un bon groupe. Dans le même temps, 2 filles, la guerrière Lin Shanqing et l'assassine Suran, songent à tenter leur chance vu la gratuité de l'offre. Les deux décident de tenter le coup et s'approchent de Gu Shen, attirant le regard du duo. Elles acceptent le pari, se disant qu'en cas de pépin, leur parchemin de secours leur assurera une issue. Contre toute attente, un autre élève ayant écouté la conversation s'avance et demande à être intégré à la troupe. Le dernier venu n'est autre que Ozzy, un combattant de niveau 1 qui dégage une belle assurance. Lin Yuan se réjouit d'ajouter le chef de classe, qui affirme n'être présent que pour boucher les trous. Cependant, Ozzy exige une compensation, plongeant Lin Yuan dans le désespoir car l'opération ne rapporterait rien. Gu Shen valide le deal, mais impose d'être le leader et de choisir le donjon, distribuant les invitations à chacun. Esquissant un sourire narquois, le protagoniste se dit que la notion de difficulté de son coéquipier est bien limitée. Les 4 membres valident l'invitation, officialisant la création de l'équipe pour braver le donjon des novices. Le héros s'approche alors d'un bloc de pierre et entreprend une manipulation qui laisse tout le monde dans l'incompréhension. Une aura azurée enveloppe les pierres, qui se mettent à léviter avant de voler en éclats. Sous les yeux abasourdis du groupe, un étrange portail carmin à la présence terrifiante surgit à la place des ruines. Souriant de satisfaction, il se félicite d'avoir retrouvé le donjon secret, accessible uniquement par cette méthode précise. L'équipe sombre dans la panique la plus totale, incapable de comprendre la couleur rouge du portail ni ce qui se trame. Gu Shan, en vrai chef de meute, exige le silence et leur ordonne de le suivre, leur rappelant qu'ils ont signé pour ça. Le portail carmin vrombit d'une énergie sinistre, émettant un râle terrifiant en attendant que le groupe franchisse le seuil. Sans même pouvoir esquiver, les 5 membres se retrouvent aspirés de force à l'intérieur du vortex mystérieux. À l'extérieur, c'est la confusion générale, un élève rapporte que la radio ne répond plus, le professeur attrape le combiné pour contacter l'émissaire. Le doyen des élèves se précipite et contemple le portail avec horreur, reconnaissant la tragique teinte carmin. Pris d'effroi, le doyen révèle qu'il s'agit d'un accès secret hautement mortel, affichant 99% de pertes chez les débutants. Projeté dans un sanctuaire ténébreux, le groupe reçoit une notification leur annonçant leur entrée dans les ruines du temple. Hors de lui,
Woozy empoigne Guchen et l'accuse de les avoir entraînés dans un donjon secret sans rien connaître de sa dangerosité. D'un geste vif, le protagoniste bloque le poignet du combattant et lui rappelle qu'il avait carte blanche pour les décisions. Le délégué en reste sous le choc, bien que spécialiste de la force brute, il s'est fait maîtriser sans effort par Guchen. Les autres membres sombrent dans l'angoisse, n'ayant aucune donnée sur les monstres des lieux pour se préparer. Woozy le traite de cinglé et exige de sortir, mais Guchen le met au défi, soit il lui fait confiance, soit il déserte comme un lâche. Voyant ses camarades terrifiés, le héros leur tend son propre parchemin de téléportation en guise de garantie. Désormais pourvus chacun d'une porte de sortie, les 4 coéquipiers retrouvent un peu de calme pour tenter l'aventure. L'un d'eux cherche à savoir comment il a déniché l'endroit, ce à quoi Guchen répond par un simple coup de chance. Dans son esprit, il se remémore avoir vu aux actualités de sa vie passée qu'Anovi avait accidentellement débloqué ce passage. À l'époque, le passage avait coûté la vie à une foule d'aventuriers avant qu'une brigade d'élite n'en vienne à bout. Progressant dans le temple, la formation prie pour que la difficulté reste raisonnable et leur permette de survivre. En s'enfonçant dans les profondeurs, la troupe découvre avec effroi une série de sarcophages abritant des gardes en armure. Soudain, les yeux rouges d'un des guerriers en armure s'illuminent, signalant son réveil imminent. Et à cause de cet accrochage, Guchen se retrouve pris à partie par ses camarades. Il s'agit d'escouades d'élite de niveau 2 à Keto, les gardes déchus, prêts à fondre sur les intrus. L'escouade se retrouve face à 10 monstres de niveau 2 qui dépassent largement le cadre des rencontres habituelles. Ayag le héros garde la main sur la situation et temporise l'engagement face à ses redoutables adversaires. Arborant un sourire goguenard, Guchen invoque sa petite bête, lui ordonnant de se dégourdir un peu. Ses compagnons croient à une mauvaise blague, hallucinant de le voir envoyer une chétive chauve-souris au massacre. Mais sur un ordre sec, la bestiole grandit brusquement et s'élance à une vitesse folle au combat. Adoptant une posture humanoïde, la créature rugit face à un garde et déploie des griffes acérées. Avec une aisance déconcertante, elle plante ses crocs dans le cou du monstre en armure, révélant sa nature vampirique. Le gardien ne peut même pas riposter et se retrouve instantanément pulvérisé en plusieurs morceaux. En un clin d'œil, Dégula balaie tous les opposants, faisant pleuvoir des notifications d'expérience pour l'équipe. Observant les restes des monstres, Wulzia réalise stupéfait que la créature est en vérité un familier de rang mythique. Il n'en revient pas qu'un simple invocateur puisse posséder une bête mythique, un trésor rarissime dans tout l'Empire. Tous calculent que l'impact dépassait les 3000 de dégâts, une prouesse impossible pour Léo 8 face à 10 cibles. Lin Yuan prend conscience qu'en quelques jours à peine, Guchen est devenu monstrueusement fort, confirmant son rôle de chef. Le protagoniste esquisse un sourire, ravi de constater qu'une bête mythique anéantit des monstres de même niveau sans broncher. L'interface confirme le passage au niveau 2 de Guchen, tandis que sa bête invoquée gagne elle aussi en puissance. Il débloque une utilisation supplémentaire de la lignée spectrale et s'interroge sur la nature du pouvoir qui s'éveille. L'équipe reste bouche bée, et Uzai fait remarquer que la bête est déjà terrifiante et possède encore une marge d'évolution. Un message système confirme que l'éveil de la lignée de la bête, rebaptisée Dracula, est une réussite absolue. L'appui bassin reste hors de portée en raison de Visier et de l'impassibilité de Guchen, estimé à 200 K vers le niveau 6. Alors que la bête flotte sous forme d'ombre, le héros demande d'un air arrogant si quelqu'un veut toujours faire demi-tour. Intimidé à l'extrême, les 4 coéquipiers secouent la tête en affichant un sourire très nerveux. Une fois tout le monde aligné, Guchen prend la tête avec assurance et la brigade reprend sa progression. Pendant ce temps, à l'extérieur, la porte Carmin continue de vrombir d'une énergie instable. L'équipe enseignante et le doyen se rongent les sangs, malgré la possession des parchemins de sécurité. Rongée par le remords, Madame Zhang Samoi se demande comment elle pourra faire face aux parents en cas de drame. Soudain, une jauge de progression s'affiche sur le portail et tout le monde réalise avec stupeur qu'ils sont en train de nettoyer le donjon. L'écran affiche déjà un taux de purification de 10%, au désarroi de toute l'assistance. Le doyen tombe des nues en découvrant qu'ils affrontent une instance de difficulté cauchemar et réclame la fiche des engagés. En lisant les noms, l'homme déduit que le délégué Woozy mène la charge et s'en félicite, oubliant sa colère initiale. Mais la professeure se rappelle du capitaine nommé Guchen, et l'assurance dont il a fait preuve plus tôt prend tout son sens. À l'intérieur, la troupe est prise à partie par un Dicon ténébreux et Musi appelle à l'aide, à bout de souffle. Les observant de loin, Guchen les engueule posément, leur rappelant qu'il leur avait ordonné de rester passifs. Ses compagnons se défendent en répliquant qu'ils ne pouvaient pas se résoudre à ne rien faire après être venus jusqu'ici. La petite Suran, fondant en larmes, supplie son grand frère Guchen de venir les tirer d'affaire immédiatement. Le héros décide d'intervenir pour préserver son score,
bien que Dracula semble grandement s'amuser. D'un balayage du bras, le jeune invocateur projette une onde rouge et une nuée de chauves-souris spectrales sur les monstres. Les poings baignés d'énergie écarlate, le protagoniste se prépare à déployer sa propre puissance martiale. Ses yeux brillent d'un éclat rouge sang et une aura dévastatrice commence à rayonner de son corps. Il s'élance à une vitesse fulgurante, laissant un sillage d'énergie au sol, prêt à impacter le monstre. En déclenchant le sort de sa créature, le festin cramoisi, il assène un coup d'une violence inouïe. Pendant que son familier traque et élimine les cibles, il draine leurs attributs, devenant de plus en plus puissant. Au moment où il rappelle sa créature, toute l'énergie accumulée lui est transférée directement. Ce boost de statistiques retourne à l'invocateur, décuplant provisoirement ses capacités physiques. Après 2 évolutions de Dracula, ses propres attributs de combat au corps à corps sont devenus terrifiants. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, son efficacité en mêlée n'a désormais rien à envier aux meilleures classes de guerriers. Le combattant Uzi est sous le choc en réalisant que la force brute de l'invocateur Guchen surpasse la sienne. Après ce combat intense et la défaite du monstre, une alerte système confirme que le joueur Guchen a gagné un niveau. Il franchit le niveau 3 et son familier Dracula monte également en niveau à ses côtés, dissipant l'énergie rouge. Une alerte lui indique qu'il a gagné une charge supplémentaire de la lignée des ombres, capable de muter ou d'éveiller des bêtes. Guchen comprend qu'il gagne une opportunité de lignée des ombres à chaque niveau et choisit de la réserver pour sa future invocation. Avant d'engager le boss, il offre une dernière chance à ses camarades de claquer leur parchemin et de partir s'ils ont les chocottes. Tous refusent catégoriquement, affirmant que fuir maintenant serait une couardise et qu'ils veulent prêter main forte pour le combat final. Désormais convaincus à 100% par la puissance de leur leader, l'escouade s'enfonce au plus profond du donjon. Uzi demande si Guchen visera la difficulté en fer la prochaine fois, ce qu'il confirme sans hésiter. Le combattant demande alors, avec un sourire embarrassé, s'il pourra encore se faire escorter par lui dans le prochain donjon. Guchen lui rappelle qu'une instance de niveau en fer est impitoyable et que la moindre erreur coûtera la vie à tout le monde. Uzi crie qu'il a le cœur bien accroché, mais Guchen lui fait comprendre que le problème est ailleurs, laissant le gars perplexe. Souriant de façon narquoise, le héros rétorque simplement que pour emmener son camarade, il faudra casquer un supplément. Le délégué en reste bouche bée, tirant une tête hilarante face à cette demande inattendue. Guchen annonce le tarif de 100 000 par tête, conscient qu'il a besoin de liquidité pour maxer ses stats avec des cristaux. La guerrière est scotchée par le prix, mais King déclare à la surprise générale que ce n'est pas cher payé et qu'elle en sera. Elle explique qu'un rang SSS garantit des bonus majeurs au concours de l'académie, ce qui rend l'investissement ultra rentable. Face à cette logique, Uzi donne son accord à son tour, promettant de faire le virement dès la sortie du donjon. Le protagoniste leur adresse un avertissement glacial, prévenant qu'il n'embarquera personne capable de plomber la performance du groupe. Intérieurement, Guchen confirme l'importance de cette quête car il doit absolument récupérer un composant clé détenu par le boss. Finalement, le groupe débouche devant une imposante structure pyramidale et le chef annonce que le grand boss se trouve juste là. Et voilà que le fracas redouble et que l'énergie monte en flèche, le combat commence dans l'arène. Le boss de niveau 7 en personne, le Black Cloak d'Icon.